Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de regarder Vox Africa et bienvenue dans Le Plus du MAG. Le 19 mars 2018, le monde a été frappé par la disparition de Soudan, mort au Kenya après plusieurs années de maladie. Soudan, ce n'était pas un homme, mais le rhinocéros le plus célèbre du monde, le dernier mâle de la sous-espèce des rhinocéros blancs du monde. Désormais, donc, il ne reste plus que deux, sa fille et sa petite-fille, dont la mort sonneront certainement la fin de cette sous-espèce. Une fin donc qui est la résultante d'un phénomène de plus en plus croissant en Afrique avec des répercussions considérables, le braconnage. Et c'est l'objet de cette édition de Le Plus du MAG. Le trafic des défenses d'éléphants est devenu en Afrique une filière de crime organisé. Braconniers avides d'argent, guérillas armées, éco-gardes corrompus et mafieux se partagent une ressource qui pourrait bientôt ne plus exister. Braconné dans des réserves forestières peu ou pas protégées, l'ivoire est devenu une ressource dont l'exploitation inquiète et menace la survie des éléphants. Facile à échanger en argent liquide, l'ivoire continue dangereusement d'être une source croissante de conflits sur le continent. Boubanjida is in the north region in Cameroon. Poachers have been frequenting the park since 2006, but they have never killed as many elephants as they did this year. Depuis janvier 2013, plus de 500 éléphants ont été abattus dans le parc national de Boubanjida, dans le nord du Cameroun. Dans une guerre des chiffres, le gouvernement avance, lui, le nombre d'environ 128. Ces 2 dernières années, le braconnage a atteint son niveau le plus élevé depuis la création de dispositifs de contrôle en 2002. Près de 11 500 éléphants tués illégalement en 2010. Les estimations pour 2011 et 2012 s'élèvent à environ 17 000 pachydermes. Alors que le commerce international de l'ivoire est interdit depuis 1989, la contrebande de défense d'éléphants n'a jamais été aussi florissante et les saisies records se multiplient en Afrique. Il y en aurait eu 13 en 2011, contre 6 seulement en 2010. La plus récente, mais aussi la plus importante de cette année, remonte au début du mois d'août 2013. Lomé, au Togo. Ce vendredi 9 août, la police vient d'arrêter Émile Bouquet, commerçant togolais de 58 ans, et son complice guinéen, Doumbouya Djiba. Les 2 trafiquants ont été arrêtés au cours de 2 raids dans la capitale. Ces raids sont les derniers d'une série d'opérations conjointes entre les militaires de la faune et la police togolaise. Ils ont valu l'arrestation d'environ 900 trafiquants. Dans la présentation des stocks saisis, Bouquet admet avoir apporté l'ivoire à Lomé depuis le Tchad. Son complice, lui, reconnaît que l'ivoire provient presque certainement de plusieurs autres pays. La police a saisi 725 kg d'ivoire, dont la plupart avaient été sculptés en figurines. L'opération est un véritable succès. Le principal suspect, Émile Bouquet, trafiquait les défenses d'éléphants depuis plus de 40 ans. Nos frontières sont poreuses. Les gens passent par des voies qui ne sont pas peut-être certainement couvertes et rentrent dans le pays. Et aussi, ils font des fausses déclarations. Mais il n'y a pas que le Togo. Le braquage a augmenté ces 10 dernières années à travers toute l'Afrique subsaharienne. Des gangs criminels bien armés ont pris d'assaut le continent, tuant éléphants et rhinocéros. Seules les cornes les intéressent, le reste du corps est abandonné aux charognards. Une fois les cornes extraites, direction l'Asie pour une utilisation dans les ornements et les médicaments. Selon les écologistes, quelques pays africains comme l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie sont en mesure seuls de protéger leurs troupeaux. Mais le reste des pays du continent n'ont pas les ressources pour le faire. Les troupeaux du Congo ont été réduits à environ 20 000,
Pourtant, il y a quelques années, on en dénombrait 4 fois plus, soit environ 100 000 bêtes. Dans certains pays d'Afrique occidentale et centrale, des espèces d'animaux se sont complètement éteintes. Et à ce rythme, les éléphants vont très vite subir le même sort. Le Togo abrite seulement une poignée d'éléphants et les écologistes commencent à penser que Lomé n'est en réalité qu'un point de transit de l'ivoire braconné ailleurs, ce qui inquiète de plus en plus le gouvernement. L'arrestation d'Émile Bouquet montre que le pays prend le problème au sérieux, mais ce ne sera pas suffisant. Le défi est encore grand, il y a encore du travail à faire. Nous ne voulons pas penser que tout est terminé aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que nous redoublerons d'intensité et nous appelons toujours à l'appui à notre pays, puisque ce fléau est mondial et la réponse ne peut pas être faite uniquement avec des ressources nationales. Il faut vraiment y monter en puissance des moyens qui sont à la disposition du pays, parce que c'est à ce prix-là que nous pourrons vraiment pouvoir crier après victoire et victoire. Mais sans cette mobilisation importante de moyens techniques, de moyens juridiques et de sensibilisation, on aura du mal. Ce sera difficile. L'expression exprime bien la complexité de l'affaire. Selon les autorités, le pays ne compte plus que 60 éléphants vivant dans les parcs nationaux protégés. Une situation plus que jamais alarmante. Le Togo n'a pas les instruments tels que les scanners sophistiqués, les chiens pour pouvoir détecter l'ivoire. Ce qui fait que nous recevons, notre port est un grand port qui reçoit des milliers de conteneurs chaque jour, ce qui fait qu'il est très difficile pour les agents de police pour faire ce travail. Je pense que le Togo a vraiment besoin d'un renforcement institutionnel pour leur permettre de faire effectivement leur travail. L'essentiel de l'ivoire illégal, jusqu'à 70% d'après les spécialistes, est destiné à la Chine. Ce matériau y est recherché depuis des siècles, mais n'a jamais été aussi accessible à un grand nombre de gens qu'aujourd'hui. Pour mieux comprendre comment toutes ces défenses d'éléphants arrivent en Chine, il faut se rendre à la porte d'entrée. Juillet 2013, nous sommes au port de Hong Kong. Les services des douanes viennent de saisir plus de 2 tonnes d'ivoire, une valeur de 2,2 millions de dollars. Toute la cargaison provient du Togo. Il a fallu passer les conteneurs au rayon X pour tomber sur une cargaison illégale de 2183 kg. Les trafiquants voulaient frapper fort. Une dernière expédition, selon le contrebandier Wang. Cette fois, ils ont changé leur itinéraire. Ils ont voyagé par voie maritime au Maroc, puis au-dessus des terres à Hong Kong. Cette saisie n'est malheureusement qu'une goutte d'eau dans la mer, une infime partie d'un grand commerce dans l'illicite. En moins d'une décennie, la demande a plus que doublé. Les ornements faits à base d'ivoire plaisent de plus en plus à la classe chinoise, une classe nouvellement riche. La demande devenant trop forte, l'abattage d'éléphants lui aussi a connu une augmentation fulgurante. Désormais, plus de 90% de l'ivoire vendu en Chine a des origines douteuses. C'est devenu le marché de l'ivoire le plus illicite au monde. Tout juste derrière la Chine vient le voisin thaïlandais, selon le classement du Fonds mondial pour la nature. Pour le moment, hors de question pour ces 2 pays d'interdire ce commerce. Les pays se rejettent la responsabilité et les éléphants continuent de mourir. Une situation d'indifférence qui a fini par agacer les communautés Maasai au Kenya. Les populations locales de la région d'Amboseli ont décidé de lutter à leur façon afin de sauver l'un des plus grands parcs nationaux du pays, une réserve de biosphère située au nord du mont Kilimandjaro. Plus de 500 chefs de terre qui vivent tout autour du parc ont accepté de céder plus d'espace aux éléphants. Il a fallu plus d'1 an aux agents du Fonds international pour la protection des animaux pour les convaincre de laisser leur terre ancestrale aux pachydermes. Il était nécessaire d'obtenir le consentement de tout le monde. Et voici une chose que nous devons comprendre sur les terres Maasai. En particulier ici, il y a beaucoup de démocratie. Ils doivent avoir le consentement des réels propriétaires fonciers. Donc chacun avait à dire s'il est d'accord ou pas. Evan et Bernard sont basés à Amboseli pour IFAW.
Ils ont passé la dernière année à suivre chaque propriétaire foncier de la région en vue de la location de ces terres. C'est en tout 1600 personnes qui détiennent tous les certificats de propriété individuelle. Leur territoire se trouve dans un corridor de migration connu sous le nom de Kitenden et qui relie Amboseli à la Tanzanie, soit une zone de plus de 3 fois la taille du parc national. Environ 1400 éléphants vivent dans l'écosystème d'Amboseli et se déplacent régulièrement dans le couloir, en particulier pendant la saison des pluies, rentrant parfois en conflit avec les agriculteurs et les villageois. Mais pour faire coopérer les Maasai, il a fallu aller au-delà d'un simple paiement. L'avantage de ce partenariat avec IFAW, c'est qu'il fournit un programme de bourse pour les étudiants dans le besoin. Cela signifie qu'ils seront formés et auront moins besoin de vendre cette terre. Donc cette terre restera intacte pour les générations futures, car le bail signifie aussi qu'elle ne sera pas vendue. Les écologistes ici espèrent que les contrats de location comme celui-ci avec les communautés locales vont permettre au Kenya de maintenir sa politique de conservation de la faune. Au lieu de cloîtrer les animaux, ils seront tout simplement déplacés. La raison pour laquelle IFAW loue ce terrain, c'est à cause de la réalité d'aujourd'hui dans le monde. Les populations augmentent, la terre se raréfie. Et c'est vrai ici à Amboseli en particulier parce que le parc national d'Amboseli est de 3900 km², mais le plus grand écosystème a plus de 5000 km². De son côté, le gouvernement kényan prend également des mesures. Les autorités viennent d'approuver une nouvelle loi qui imposera des peines beaucoup plus sévères contre les braconniers et les trafiquants. Ce mois-ci seulement, 4,5 tonnes d'ivoire ont été mises en fourrière dans le principal port du Kenya. Le mois dernier, le Kenya Wildlife Service avait indiqué que le pays aurait perdu 137 éléphants et 24 rhinocéros dans le braconnage depuis le début de l'année, du jamais vu auparavant. Dans le projet de loi sur la faune, nous proposons des peines très sévères contre le braconnage. Nous traitons le braconnage comme un crime économique et non pas comme c'est actuellement le cas dans notre système juridique, un simple délit. Alors, les peines que nous avons proposées vont d'au moins 10 millions de shillings avec un minimum de 15 ans de prison. Les données recueillies par les écologistes montrent que les taux de braconnage des éléphants en Afrique a augmenté de façon spectaculaire au cours de ces dernières années. Sur le continent africain, la forêt du bassin du Congo est celle qui suscite en ce moment le plus de convoitises. L'ivoire des éléphants des forêts est en effet réputé plus résistant et plus facile à travailler en bijouterie. Les pays de transit sont toujours les mêmes, le Nigeria, le Kenya et la Tanzanie en tête. Il y a 35 ans, les éléphants d'Afrique étaient plus de 2 millions. Ils ne sont plus que 300 000 aujourd'hui. Si l'on continue à ce rythme, le braconnage pourrait retrouver son niveau d'avant 1989, soit environ 90 000 bêtes tuées en moins de 20 ans. Merci à la rédaction pour ce reportage qui nous montre tout au moins que si rien n'est fait, des espèces tout entières pourraient disparaître en Afrique. De retour donc sur ce plateau, nous entamons la deuxième partie de ce programme, une partie interactive avec 3 invités ce soir. D'abord, à ma droite, Monsieur Alain Bernard Ononino. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Vous êtes le coordonnateur régional du programme de lutte contre la criminalité faunique. Et juste à côté de vous, on a M. François Point, qui est le coordonnateur du programme Africa Tweet. J'espère que je ne prononce pas mal. Tweets. OK, merci. Et juste en face de vous, M. Kamga Justin, le chargé de programme au FODER, Forêt et Développement Rural. Bienvenue sur Vox Africa. Merci, bonsoir Jeffrey. Okay. Vous avez regardé avec nous ce documentaire, ce reportage. D'abord vous, M. Point, qu'est-ce que cela vous suscite comme réaction? Merci M. Jeffrey. Je précise en passant que je suis de l'organisation Trafic, l'organisation justement qui s'occupe de suivre le commerce illicite des produits de faune
ce reportage qui nous a été présenté est une illustration de la problématique du braconnage, de la criminalité phonique internationale. C'est un cliché qui ne montre pas toute la dimension du problème. Le problème est d'autant plus important sur tous les plans, sur le plan écologique, biologique, et légal, réglementaire et même politique aujourd'hui. Ok. Monsieur Kamga, le problème serait donc bien plus profond qu'il ne le paraît. Oui, déjà lorsque nous avons écouté ces documentaires, une chose qui me vient à l'esprit et qui est un peu le cadre, je veux dire le même problème que nous rencontrons un peu partout, c'est un problème lié à l'application des lois. Donc on se rend vraiment compte que les lois sont faiblement appliquées dans les pays où le braconnage sévit. Monsieur Ononino, on parle de braconnage. Des fois, on ne mesure peut-être pas la pleine mesure du problème. Est-ce que c'est un mythe ou réellement c'est un problème sérieux à l'Afrique? Je pense que les images que vous venez de présenter parlent d'elles-mêmes. Ces images nous montrent avec une certaine froideur et un certain sérieux l'ampleur de ce phénomène. Le braconnage, pour répondre de façon directe à votre question, est bel et bien une réalité en Afrique. Elle est une réalité pourquoi? Parce que de plus en plus, les espèces animales protégées sont décimées et elles ne le sont plus simplement à des fins de consommation. Donc on est parti d'un phénomène qui consistait à prélever les espèces dans la nature à des fins de consommation vers une activité purement commerciale et industrielle et qui se déploie au sein de réseaux criminels très bien organisés. Donc autant de choses qui démontrent qu'il s'agit bel et bien d'une réalité en Afrique. Il est important toutefois de préciser que dans l'imagerie populaire, on associe le braconnage simplement à la chasse. Mais il faut comprendre que le braconnage va bien au-delà de la chasse. Parce que le braconnage comporte à la fois le prélèvement illicite des espèces, donc par voie d'abattage, de capture ou de détention illégale. Mais il englobe également tous les aspects liés au commerce. Et de plus en plus, on utilise le terme de criminalité phonique pour donc faire ressortir à la fois l'aspect chasse illégale, mais aussi l'aspect commercialisation illégale. Ok. Je me retourne vers vous, Monsieur Kamga. Qu'est-ce qu'il en est réellement de la situation en Afrique? Alors, mon prédécesseur l'a si bien dit, c'est une activité qui prospère. Déjà, entre 2012 et 2017, le nombre des espèces abattues ne va que grandissant. Donc, en 2012, la catastrophe de Bouadida, avec près de 500 éléphants tués, et après on s'est déporté du côté du Tchad, où le braconnage a continué, et après c'était dans la zone de la Centrafrique, où on a effectivement relevé aussi des centaines d'éléphants qui ont été aussi également tués. Il convient aussi de relever que un peu au-dessus du sud du Cameroun, dans la trinationale, veut dire Cameroun, Congo, Gabon, le braconnage aussi bat son plein. Dans le documentaire, on a révélé que les éléphants des forêts sont un peu plus résistants lorsqu'il faudra faire des bijoux. Donc aujourd'hui, les braconniers sont beaucoup plus tournés dans la zone forestière pour décimer les éléphants que nous avons de ce côté. Et c'est pour ça que vous allez entendre dans ces zones, dans des communautés, des gens porter le nom d'Ivoiriens, mais qui n'a rien à voir avec le pays de la Côte d'Ivoire, mais tous ceux qui sont spécialisés aujourd'hui dans le braconnage des éléphants. Donc, pour dire en réalité, la situation est assez criante. Il est aussi vrai qu'en 2012, les chefs d'État concernés se sont réunis aussi pour pouvoir élaborer ce qu'ils avaient appelé à l'époque le plan d'extrême urgence de lutte contre le braconnage et qui devait être évalué 5 ans après. Donc déjà des mesures ont été prises, mais en termes de les rendre effectives, jusqu'à présent nous restons encore sur notre soif parce que si ces plans étaient effectivement mis en œuvre, on se serait trouvé avec
dire, avec le braconnage qui est en train de baisser. Mais au contraire, c'est une activité qui est florissante. Ok. Monsieur Kouan, je voudrais savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que c'est quand même phénoménal, ce braconnage. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les raisons sont multiples. La première et la principale, je pense, c'est l'amélioration du niveau de vie et du revenu dans les pays d'Asie. Certains ont été cités dans le documentaire présenté tout à l'heure. Et il y a donc là, dans ces pays, des personnes financièrement nanties qui, pour redorer leur statut social, justifier leur notoriété et autres, se targuent de posséder des ivoires d'Afrique, en provenance d'Afrique. Il y en a qui en font les meubles, les lits et autres. Et puis, avec le montant d'argent qu'ils investissent, ça se répercute jusqu'aux zones sources. Chez nous, il y a des milliers de dollars par kilogramme, ça grimpe. Il y a un communicateur justement qui nous a dit que ce n'est pas toujours bon de donner les chiffres, ça suscite des appétits. Donc voilà le fond du problème sur le plan financier et économique. Un deuxième aspect, c'est au niveau institutionnel, légal et réglementaire ici, dans notre sous-région. Notre massif forestier est le deuxième plus important et plus riche en biodiversité du monde. Le bassin du Congo. Bassin du Congo, mais malheureusement, le dispositif institutionnel de protection de cette ressource n'est pas suffisamment fort. Et c'est ça qui fait que tous les aventuriers, ils savent que le risque est réduit en venant se procurer des produits prohibés en Afrique. Ok. Monsieur Ononino, vous estimez que les causes seraient peut-être réglementaires et pas assez contraignantes vis-à-vis des trafiquants? En fait, il s'agit d'un ensemble de causes. Monsieur Pan l'a quelque peu dit déjà, la forte demande de l'Asie et le fait qui a pour conséquence l'augmentation des prix au niveau local. Cela fait que ça suscite les appétits à la fois au niveau local, parce qu'il s'agit d'une activité pour certains qui permet d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent facilement, tout en ayant un risque assez faible. Donc ça c'est d'un. De deux, il y a le fait qu'au niveau de la source, parce qu'il faut préciser que les pays africains, pour la plupart, sont d'abord des pays sources, c'est-à-dire où se trouve la ressource. Toutes ces espèces animales, éléphants, rhinocéros et autres, se retrouvent en Afrique. Mais également, ces pays sont des pays de transit. On l'a vu dans le reportage que les ivoires qui sont saisis, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ne sont pas, pour la plupart, originaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est tout un circuit. Ces ivoires partent parfois de l'Afrique centrale. Certains pays d'Afrique centrale, comme la République démocratique du Congo, transitent par le nord et se retrouvent en passant par le Cameroun en Afrique de l'Ouest. De l'autre côté, ils quittent également certains pays d'Afrique centrale et transitent vers l'Afrique de l'Est pour quitter dans les ports tels que Mombasa et se retrouver de l'autre côté du continent, en Asie et autres. Maintenant, il y a le fait que, s'il est vrai que des lois existent, parce que chacun des pays en Afrique a pris le soin de légiférer pour protéger justement ces espèces. Il se pose maintenant le problème de l'effectivité de leur mise en œuvre. Et je pense qu'au cours de, plus tard dans l'émission, on aura l'occasion de revenir sur quelques-unes des causes qui font en sorte que, bien que ces lois existent, parfois avec des pénalités suffisamment dissuasives, mais que leur application ne suffit donc pas à créer cette dissuasion qui aurait pour conséquence donc de réduire la pression sur les espèces. Justement, on y reviendra. Mais Monsieur Kamga, est-ce que l'Afrique est le plus visé par le phénomène de braconnage? Bien évidemment, parce que quand on parle de braconnage des éléphants, c'est beaucoup plus en Afrique qu'on trouve, je vais dire, la population la plus élevée des éléphants. Donc, et à côté aussi, ce qu'il faut noter, c'est que les braconniers profitent
beaucoup plus des failles que nous avons dans nos textes, dans nos lois, pour bien faire prospérer leur activité. Tout à l'heure, j'ai parlé du faible contrôle au niveau de l'administration qui est en charge de pouvoir contrôler ou alors de pouvoir protéger ces éléphants, mais qui reste encore, en termes d'application des textes, reste encore très faible. Bon, et qui, en réalité, est une faille pour ces braconniers de pouvoir s'installer en Afrique et de bien mener leur activité. Donc, il y a aussi à côté que la corruption, qui est aussi un autre gangrène qui permet aussi à cette activité d'être florissante. Et ces éléments donc, que j'ai évoqués un peu plus haut, ce sont des mots que nous trouvons en Afrique, c'est-à-dire les questions d'application des lois qui restent faibles, les questions de corruption qui est encore très forte sur notre sol, et même ceux qui sont chargés d'application de ces lois, ils n'ont pas des outils pour pouvoir, ils ne sont pas suffisamment motivés, voilà, pour pouvoir appliquer ces textes. Et du coup, la question de contrôle devient très poreuse et les braconniers ne peuvent que se lancer en Afrique pour pouvoir prélever ces éléphants. Okay. Il y a une question peut-être que j'aurais dû poser depuis le début. À quel moment précis commence-t-on à parler de braconnage? Bon, c'est pas nécessairement lié au moment. Le braconnage, c'est tout simplement cette chasse illégale. Et il faut que je précise pour le téléspectateur moyen que chasser, ce n'est pas seulement tuer l'animal, c'est aussi le poursuivre pour le filmer, c'est aussi le poursuivre pour le capturer, au sens légal du terme. Et on parle de braconnage dès l'instant où tous les aspects de la loi ne sont pas respectés de façon rigoureuse. Je parle de l'espèce. Si vous tuez une espèce qui est protégée, vous faites le braconnage. Si vous tuez une espèce dont la chasse est autorisée, dans une aire protégée, là, ça a trop lieu, vous faites le braconnage. Si c'est en période de fermeture de la chasse, même si la chasse à l'espèce est autorisée, vous êtes dans le braconnage. Si vous utilisez des armes qui ne sont pas autorisées, c'est du braconnage. Et surtout aussi, si vous chassez sans permis. Il y a tout un ensemble d'éléments qui rentrent dans la définition du mot braconnage. Alain parlait tout à l'heure de l'extension de cette problématique au commerce international. Vous pouvez bien obtenir des espèces légalement dans la perspective de les exporter, mais si l'emballage n'est pas conforme aux normes internationales en la matière, vous êtes passible de saisie et de poursuites judiciaires. Okay. Vous avez évoqué un aspect peut-être qui m'a un peu troublé, je n'ai pas vraiment perçu. Vous avez parlé des armes, du type d'armes. Est-ce qu'il y a un type d'arme pour tuer des animaux? Évidemment, il y a des armes de chasse qui sont autorisées par la législation en vigueur. Vous pouvez consulter les décrets en matière, le code de la faune sauvage dans certains pays, et les lois. Chaque pays définit des armes précises qui peuvent être utilisées pour la chasse, autoriser la chasse légale. Et aussitôt que vous sortez de cette norme, vous êtes en situation de braconnage. Vous vouliez peut-être ajouter, M. Oui, en fait, les explications qui ont très bien été données par M. Pan tout à l'heure illustrent tout simplement le fait que la chasse, pour la plupart, n'est pas interdite, mais elle est réglementée. Donc, il y a toute une réglementation qui existe dans la plupart des pays africains en matière de chasse. Et les pays ont pris le soin de classifier les espèces protégées. Donc, il y a plusieurs classes de protection, intégralement protégées, partiellement protégées et bénéficiant d'une certaine protection. Donc, pour celles qui bénéficient d'une protection intégrale, la chasse est interdite. Il existe certes des exceptions lorsqu'il s'agit de la légitime défense, par exemple, lorsqu'il s'agit des cas de battue administrative. Mais le principe, c'est l'interdiction de la chasse. Et comme il a dit, chasse ici ne veut pas simplement dire l'abattage, mais également la capture, la détention, la poursuite, la photographie, etc. Pour ceux qui bénéficient d'une protection partielle, la chasse est autorisée à condition d'obtenir un permis. Et c'est le permis généralement qui règle toutes les questions de calibre d'armes de chasse, de zones de chasse, de périodes de chasse, etc., etc. Et pour les autres, donc, il y a la possibilité de prélever, mais l'État ou alors l'administration en charge de la faune régule de façon régulière donc,
cette classification-là. Pour le cas du Cameroun, par exemple, la classification, d'après la loi, doit être révisée tous les 5 ans. Donc c'est pour dire donc qu'il est important de vulgariser toute cette réglementation sur la chasse afin que les uns et les autres sachent quelles sont les espèces qui bénéficient donc de cette protection intégrale, c'est-à-dire qui ne devraient pas être chassées. On a cité quelques-unes, telles que l'éléphant, les grands singes, quelques félins, tels que les lions, les panthères, etc. Des espèces qui bénéficient d'une protection partielle et d'autres qui peuvent être chassées. C'est important que le public le sache afin de pouvoir davantage rendre la protection de la faune efficace. Okay. Il y a peut-être un aspect que ma sensibilité de journaliste me pousse à vous interroger. Pourquoi? Quelle est la raison d'être d'interdire, par exemple, de filmer un animal? Alors, si vous permettez, les espèces de faune sont emblématiques. C'est une beauté de la nature. Bon, je ne voudrais pas ici faire quelque chose de poétique pour dire à quel point, lorsque vous voyez un éléphant, lorsque vous voyez un lion et tout, on a tous, à un moment ou à un autre, été fascinés devant des programmes qui filment ces espèces dans la nature. C'est une beauté de la nature. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir un animal dans son environnement naturel, je vous invite à le faire. Alors, c'est un patrimoine du pays dans lequel ces espèces se trouvent. Qui dit patrimoine dit que ces espèces ont une valeur. Alors, c'est pourquoi l'État ou les États qui bénéficient, qui ont la chance de bénéficier de ces espèces, dans le cadre de la réglementation justement, pour gérer ce patrimoine, ont donc fixé un certain nombre de droits et de taxes. Déjà, ont délimité un certain nombre d'espaces qu'on appelle des aires protégées. Ça peut être des parcs nationaux, ça peut être des réserves, ça peut être des sanctuaires, même des eaux, sont des parcs nationaux, sont des aires protégées. Alors, sur ces aires protégées, tout est réglementé. L'entrée est réglementée, de même que tout ce qui se passe au sein de cette aire protégée est réglementé. Il y a des droits et des taxes qui sont fixés par l'État afin de pouvoir exploiter cette faune. Et l'exploitation ici, c'est donc le droit d'aller filmer ces animaux, c'est le droit d'aller prélever ces animaux à toutes fins utiles, à des fins scientifiques, à des fins cinématographiques. Lorsque vous voyez certaines chaînes de télé spécialisées dans le domaine animalier, je ne voudrais pas les citer ici, mais on les connaît, certaines, ces documentaires qui sont filmés pour montrer la vie des animaux dans leur environnement naturel, c'est des documentaires qui se vendent à prix fort. Déjà, le seul fait pour nous qui voyons ces chaînes-là, on ne le voit pas gratuitement. On paye pour recevoir ces chaînes. Donc, ça veut dire qu'une partie de ces recettes doit également revenir à l'État qui a la chance d'abriter ces espèces. Donc, c'est pourquoi il y a donc un ensemble de taxes qui sont fixées pour obtenir un permis de photographie, pour obtenir un permis de cinématographie, de même que, comme on l'a dit précédemment, pour obtenir un permis de chasse. Donc, c'est pourquoi il est important de pouvoir réglementer ce secteur également. Ok. Vous voulez ajouter, oui, justement, il a ajouté ce qu'Alain a déjà si bien dit, c'est que c'est une ressource. Et si vous voulez la consommer, on appelle ça consommation indirecte. Il faut bien que celui qui préserve, qui a préservé cette ressource et qui l'encadre puisse en bénéficier. C'est une obligation et c'est la loi qui le prescrit. D'autre part, il y a aussi, sur le plan purement biologique, vous stressez les animaux quand vous courez derrière eux pour les filmer ou autres. Là, celui qui conserve ces animaux a le droit de s'interposer pour que vous puissiez leur coller la paix, comme on dit, de façon vulgaire. Donc, c'est quelques aspects que je veux ajouter. Il y a beaucoup d'autres qui rentrent là-dedans. C'est pour ça que filmer les animaux, que ce soit pour la photo ou le cinéma, c'est assimilé comme une chasse. Et c'est astreint à des paiements de droits et taxes. Ok. Monsieur Kamga, est-ce que les mesures qui viennent d'être citées par Monsieur Pang et Monsieur Ononino concernent seulement les espèces fauniques? Est-ce que la végétation, les plantes sont également
peuvent également être prises en compte dans ces réglementations. Bon, c'est vrai que le secteur faunique et floristique, c'est un peu deux domaines qui, bien que ce soit dans la forêt, mais qui ont, avait dit, des réglementations un peu différentes. Oui. Généralement, quand on va parler, par exemple, au niveau des espèces végétales, bien évidemment, il y a des espèces qui sont, par exemple, protégées par des pays. Donc, des essences, par exemple, qui sont en voie de disparition et dont l'État peut décider d'interdire son exploitation, tout simplement parce qu'on voudrait préserver cette espèce. Je vais prendre par exemple le cas du Boubinga qui à un moment avait été interdit par le Cameroun à cause de son surexploitation qui menaçait en fait l'extinction de l'espèce. Et c'était juste des mesures pour permettre à ce que cette espèce puisse se régénérer. Bon, c'est aussi vrai qu'à côté de ça, il y a aussi des personnes aussi qui se sont aussi lancées dans l'exploitation illégale. Donc, à côté de ça aussi, il y a aussi des espèces dont les valeurs sur le plan médicinal est aussi reconnue. Et en ce moment-là, l'État aussi prend aussi des mesures pour pouvoir interdire son exploitation parce que cela bénéficie aussi également non seulement à la population qui vit autour, mais aussi à l'État. Donc, et aussi, quand on revient aussi sur ces mesures, ce qui est aussi important de pouvoir relever, c'est que, comme on l'a dit, c'est-à-dire que l'exploitation qui se fait de façon illégale, dans le secteur forestier aussi, bien évidemment, crée des conséquences énormes. Ok. J'ai peut-être envie de vous poser une question. Ça pourrait peut-être aider à la préservation, mais comment est-ce qu'on en arrive en fait à placer une espèce animale ou peut-être une essence végétale sur la liste des espèces interdites de chasse? Monsieur Pan. Oui, il y a plusieurs dimensions qui rentrent en ligne de compte. Ça se fait au niveau national, au niveau sous-régional ou au niveau international. Il y a d'abord sur le plan purement scientifique, biologique, quand la population de l'espèce est en déclin, les raisons sont souvent multiples, soit l'espèce n'est pas prolifique, soit elle est très sollicitée par une exploitation, on ne sait pas trop laquelle. Donc, quand la population est en un déclin qui ne va pas, c'est-à-dire l'exploitation va plus vite que la reproductivité, il y a des arguments pour que l'État prenne des mesures. Il y a aussi sur le plan socio-économique, il arrive que peut-être à cause des raisons, d'une raison donnée ou une autre, une demande forte se crée quelque part. C'est le cas des éléphants, comme on l'a dit au début. La demande devient très forte. Et je voudrais ajouter, ça n'a pas encore été dit depuis le début, les pangolins sont aussi menacés pour les mêmes raisons. Il y a une demande forte qui se crée quelque part et ça ponctionne la stabilité de la ressource. Elle est menacée, l'État trouve des raisons. Il y a donc des raisons et des études préliminaires qui se font, que ce soit sur le plan biologique, sur le plan socio-économique et sur les textes en vigueur. Et là, l'État, avec toute l'assistance de ses spécialistes et partenaires techniques au développement, il s'assoit et il décide de changer la classification d'une espèce, peut-être de la déclasser ou de la surclasser selon le cas qui se présente. Okay. Au niveau, je voudrais ajouter pour dire que au niveau international, il existe une convention qui s'appelle la CITES, qui est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Donc c'est la convention qui régule quelque peu le commerce international des espèces fauniques et floristiques. Alors la CITES a un certain nombre d'organes, un comité scientifique, un secrétariat exécutif. Mais le rôle de la CITES, en fait, c'est de classifier au niveau international, d'après un certain nombre de données qui lui parviennent des États membres. Et en fonction de ces données portent à la fois sur les taux d'abattage. Quand on prend le cas d'une espèce comme l'éléphant, la CITES reçoit donc des différents États membres les taux d'abattage des éléphants, mais également les tendances liées au commerce des produits d'éléphants. Et sur la base de ces données,
la CITES peut décider de classifier ou alors de classer une espèce selon l'une de ces 3 annexes. Il en est également pour les autres espèces. C'est vrai que de plus en plus, c'est l'éléphant qui alimente des débats au sein de la CITES. Mais, M. Pan l'a dit tout à l'heure, il y a tout récemment, lors de la dernière conférence des parties à la CITES, en 2016, il y a eu un débat sur le commerce des pangolins. Et on s'est rendu compte que c'est un commerce qui prenait de l'ampleur et qui menaçait sérieusement la survie de cette espèce, notamment lorsqu'il s'agit de la commercialisation des écailles de pangolins. Donc, la CITES a donc pris une résolution et a classé toutes les sous-espèces de pangolins en annexe 1, qui correspond à l'annexe des espèces intégralement protégées. Donc, il y a donc cette régulation qui se fait au niveau international. Et les États qui sont partis à la CITES, et plusieurs États en Afrique le sont, alignent dans leur réglementation nationale en fonction donc de ces recommandations et de ces directives de la CITES. Il peut arriver donc qu'un État décide, sur la base de cette recommandation à l'international, d'ajuster également sa classification. Mais cela peut, au même moment, ou à tout le moins également, se faire sur le plan purement interne. C'est-à-dire, comme M. Pan l'a dit, que l'État, avec l'appui de ses partenaires, fait des études et se rend compte que la dynamique des populations conduit à ce que certaines espèces soient classifiées si leur suivi, la menace sur leur suivi augmente, soit classifiées comme espèces intégralement protégées si elles ne l'étaient pas, ou à l'inverse, si on a des forts taux de reproduction et que la demande n'est pas suffisamment forte, de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de les déclassifier. Okay. Je voudrais peut-être revenir sur les principales destinations des ressources forestières et fauniques africaines. On l'a évoqué dans le reportage, l'Asie. Mais est-ce que l'Asie, c'est la seule destination qu'empruntent prioritairement ces différentes ressources? Oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on indexe beaucoup plus l'Asie comme la destination des produits fauniques illégaux, parce que sa réglementation, on veut dire la réglementation au niveau de l'Asie n'est pas assez forte pour pouvoir décourager en fait tous les réseaux, veut dire tous ceux qui interviennent dans la chaîne du braconnage. Par contre, vous allez voir du côté des États-Unis, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sévère en termes de loi lorsqu'il est prouvé qu'une espèce se retrouve sur le territoire américain et que ça a été obtenu de façon illégale. Le détenteur est passible d'emprisonnement et bien d'autres sanctions. Bon, du côté européen aussi, il y a aussi des engagements assez forts pour ces derniers de pouvoir lutter contre les activités illégales, que ce soit sur le domaine du bois, que ce domaine de la faune également. Bon, du côté de l'Australie, c'est aussi presque la même chose. Bon, maintenant, l'Asie, c'est parce qu'un peu, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il y a cette forte demande, mais on ne voit pas une réelle volonté ou alors du gouvernement à pouvoir lutter efficacement contre ces fléaux. C'est pour cette raison que tous les produits qui sont issus de l'exploitation illégale vont d'abord en Asie et là-bas, bon, après les transformations, ils peuvent peut-être encore les redéployer sur d'autres continents. Y compris des pays, des territoires vers lesquels proviennent ces ressources. Effectivement. Après transformation. Après transformation, okay. C'est dommage. C'est dommage. Avant de continuer, je vous invite à prendre une pause et nous reviendrons pour évoquer qu'est-ce qui est fait par les différents États d'Afrique pour lutter contre le braconnage. De retour donc sur ce plateau, je le disais d'entame d'émission, le cas de Soudan, c'est ce rhinocéros, le dernier mâle de l'espèce nord, je crois Atlantique Nord, un truc du genre, qui est décédé en fait le 19 mars dernier. Et d'après ce qui a été dit par les scientifiques, c'était le dernier et ça suppose
des inquiétudes très probables sur la perpétuité de cette espèce. Est-ce qu'il existe quand même encore des possibilités, peut-être scientifiques, de retrouver ce rhinocéros, cette sous-espèce de rhinocéros? Bon, déjà, il faut faire une précision. Oui. Le rhinocéros qui s'est malheureusement éteint il y a quelque temps appartient à la sous-espèce de rhinocéros blanc du Nord. Oui. La précision qu'il faut faire, c'est qu'il existe une sous-espèce de rhinocéros blanc en Afrique. On a encore des populations de rhinocéros blancs en Afrique, notamment en Afrique australe et plus précisément en Afrique du Sud, qui est le pays qui renferme la plus grande population de rhinocéros en Afrique. Néanmoins, la situation du braconnage du rhinocéros est suffisamment grave parce que si on a déjà des cas d'extinction de sous-espèces, cela veut dire qu'il y a une sérieuse menace qui porte sur cette espèce-là. Maintenant, pour revenir à votre question, l'expérience qui est en train de vouloir être faite sur cette sous-espèce de rhinocéros, à savoir la fécondation artificielle. Si mes souvenirs sont bons ou si mes connaissances sont exactes, il s'agira certainement d'une expérience pilote pour cette espèce, pour cette sous-espèce-là. Donc, je pense que tous les conservationnistes, comme on dit, aimeraient bien savoir à quoi cela va aboutir. Si jamais cette technique de reproduction aboutit, ce sera une lueur d'espoir pour les espèces qui sont sérieusement à voie d'extinction. Mais il est peut-être prématuré aujourd'hui de se risquer à dire avec exactitude si c'est véritablement la solution pour pouvoir assurer la pérennité des espèces. Donc on retient que rien n'est moins sûr. C'est une question de probabilité en plus. Parce que si les reproductions in vitro, même chez les humains, ne réussissent pas toujours à 100%, bon, on reste toujours dans l'espoir, au cas où ça réussit, de se dire c'est une opportunité, effectivement, comme Alain le disait, pour pouvoir pérenniser les espèces qui sont en voie de disparition. Ok. Donc, pour entrer dans le fond du sujet, l'Afrique, on l'a assez dit durant la première partie, est assez victime du phénomène du braconnage. Qu'est-ce qui donc elle fait? Est-ce que cela signifie pour autant que rien n'est fait au niveau des États et peut-être même au niveau régional ou sous-régional? Monsieur Pan. Oui, merci. Évidemment, beaucoup est fait. Déjà, le fait que nous, Africains, on arrive à évoquer les grandes articulations de la problématique, ça veut dire qu'il y a des analyses qui sont en cours à tous les niveaux, au niveau scientifique, au niveau technique et technologique, au niveau socio-économique et au niveau politique. Sur le plan international, les États africains, d'abord à partir de l'Union africaine, ils ont élaboré une stratégie de lutte anti-braconnage qui a été adoptée par tous les États membres de l'Union africaine. Elle est en vigueur. Il reste juste que les États l'intègrent dans leur programme et politique et loi nationale. Au niveau sous-régional, il y a beaucoup d'initiatives aussi. En Afrique centrale, il a assez bien cité le PEXULAB, plan d'extrême urgence pour la lutte anti-braconnage. Ça, c'était une initiative de la CEAC. Ils ont aussi le POLAB, plan d'action d'urgence pour la lutte anti-braconnage. La COMIFAC a aussi des initiatives, parmi lesquelles ce programme Africa Twix que j'ai cité tout au début. C'est un programme destiné à promouvoir la collaboration, l'échange d'informations et la coordination des instances gouvernementales en charge de l'application de la loi. C'est une initiative. Nous en avons aussi au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies ont voté ont adopté une déclaration. C'était juste après les pays africains réunis à Brazzaville dans le cadre de la CEAC. Il y en a plusieurs. Et au niveau interne, ça implique la révision de nos législations internes pour arriver à criminaliser les délits en matière de faune, renforcer les dispositions et le niveau de punition destiné à décourager tous ceux qui s'aventureraient à attaquer ou chasser ou tuer les produits de faune. Les initiatives sont multiples et en cours.
Vous souhaitez ajouter, M. Kamga? Oui, effectivement, juste pour dire qu'au-delà des initiatives sur le plan diplomatique, comme il a signé tout à l'heure, il y a des organisations nationales et internationales également qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir lutter contre le braconnage et renforcer aussi, travailler de façon à renforcer le contrôle dans les différents pays. Donc ça, c'est aussi des actions qui sont menées au niveau des différentes organisations internationales. Ok, monsieur. Oui, je voudrais ajouter également le fait que, je pense qu'on l'a quelque peu dit précédemment, dans chaque État, il y a des espaces qui ont été délimités pour protéger les espèces. On a parlé des aires protégées, par exemple. C'est des mesures suffisamment fortes et les aires protégées représentent un certain pourcentage du territoire national. Cela varie, il y a des pays qui ont quasiment consacré 10% de leur territoire national comme des aires protégées. C'est des mesures fortes. Également, il y a le fait que dans ces aires protégées, il y a des personnels dédiés qui sont affectés, qu'on appelle les éco-gardes, qui sont affectés à la protection des ressources de biodiversité qui sont contenues dans ces aires protégées. De plus en plus, ces personnels-là sont dotés en armes, font des formations militaires. Il y a le fait qu'aujourd'hui, la lutte anti-braconnage n'est plus seulement du ressort des administrations en charge de la faune. De plus en plus, d'autres administrations partenaires, telles que les forces armées, telles que la justice, telles que la police, d'autres administrations s'associent à l'administration de la faune au vu de l'ampleur que prend le braconnage, qui aujourd'hui est de plus en plus militarisé. On a vu dans le reportage le fait que des bandes armées venues du Soudan étaient entrées dans le parc de Boubandida, avaient perpétré des massacres sur les populations d'éléphants. Donc de plus en plus, les forces de défense et de sécurité s'associent à l'administration de la faune pour pouvoir donc davantage renforcer l'efficacité dans le cadre de la lutte anti-braconnage. Il y a des mesures liées aux communautés locales, le fait que ces communautés-là sont de plus en plus associées dans la lutte anti-braconnage. Il y a tous les aspects liés au dialogue avec les pays de demande. Tout à l'heure dans le reportage, il a été dit que le marché domestique chinois était difficile à interdire, mais il est important de préciser que tout récemment, en fin 2017, on a finalement obtenu l'interdiction par la Chine du commerce de l'ivoire au niveau domestique, sur le territoire chinois. Ça, c'est le résultat de beaucoup d'actions de plaidoyer au plus haut niveau, entre les dirigeants des pays tels que la Chine, les États-Unis et des pays africains. Donc, c'est autant de mesures qu'il est important de mentionner qui œuvrent à la lutte anti-braconnage. Ok. Monsieur Pan? Oui, au niveau des mesures internationales, il y a ce plan d'action de Johannesburg mis en place par le Forum Chine-Afrique. Il y a des sommets des chefs d'État, le sommet de Paris, le sommet de Londres et autres. Il y a des résolutions précises au sein de la CITES qui regardent justement la protection des éléphants et de l'ivoire, et ainsi de suite. Il y a un très grand nombre de mesures qui sont mises en œuvre, mais ce qui a regretté, c'est que l'évolution du trafic, le développement du trafic va plus vite que les réflexions au niveau politique, justement, légal et réglementaire. C'est peut-être là où je voudrais en venir. Vous avez évoqué une batterie de mesures aussi bien prises par des organisations internationales que par des États. J'ai envie de vous demander, mais sur le terrain, on ne constate pas toujours l'effectivité de ces différentes mesures. Est-ce que les États ont réellement les moyens de se protéger du braconnage? Bon, peut-être je vais commencer. Tout à l'heure, quand on parlait un peu des mesures qui sont prises au niveau tant national qu'international pour pouvoir lutter contre le braconnage, et que malgré cela, l'activité ne fait que prospérer. Mais effectivement, parce que sur le terrain, ceux qui sont chargés de pouvoir mener des opérations sur le terrain sont des personnes qui parfois ne sont pas suffisamment outillées. Ça, il faut le relever parce qu'ils ont en face d'eux des braconniers qui détiennent des armes, des armes de guerre. Et à côté, on a des éco-gardes
qui n'ont pas les mêmes attiris que ceux d'en face. Et ce qui fait que facilement, en face de ces personnes, c'est un découragement total. Ils ne peuvent pas faire front. Bon, heureusement que dans certains pays, l'armée aussi est entrée en jeu, en fait, sur la base que ces éco-gardes n'avaient pas suffisamment de compétences techniques pour affronter ces braconniers. Bon, jusque-là encore, comme on le dit, il est important, il est beaucoup plus urgent qu'on puisse mettre à la disposition de ces éco-gardes tout le matériel dont ils ont vraiment besoin pour répondre efficacement à ces braconniers qui sont lourdement armés. Je voudrais aussi dire que l'une des choses qui, dans la sous-région Afrique centrale, a davantage encouragé, c'est qu'il faut noter que des pays qui ont été un peu instables, qui ont connu des périodes de guerre, généralement ces réserves étaient un peu comme des airs, un peu comme des refuges en fait pour ces rebelles qui sont suffisamment armés, c'est à l'intérieur qu'ils s'entraînaient et qui finalement impliqués dans le trafic d'ivoire parce qu'il faut de l'argent pour financer ces guerres, étaient beaucoup plus logés à l'intérieur. Et ça fait donc que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment difficile pour un éco-grade de pouvoir faire face à de telles personnes qui sont lourdement armées. Donc, et c'est pour cette raison qu'on peut voir l'activité prospérer aussi. Okay. Monsieur oui, à la suite de mon prédécesseur, il y a un certain nombre d'obstacles qui malheureusement atténuent l'efficacité de la lutte anti-braconnage. Il y a un problème de gouvernance sur le terrain. Il est vrai que les aires protégées existent, mais parfois, malheureusement, elles ne sont pas bien gérées. Il y a plusieurs causes. Il y a les moyens insuffisants qui sont alloués aux personnes qui sont en charge de gérer, de protéger cette faune. Nous sommes dans des États, il faut également le reconnaître, qui parfois vous diront on a d'autres priorités. On a fait déjà suffisamment sur la protection de la faune, on a d'autres priorités. On a des priorités liées à l'éducation, à la santé, à la lutte contre le terrorisme, etc., etc. Donc il y a cette insuffisance de moyens. Les problèmes d'intégrité, les problèmes de corruption, le fait que malheureusement, ceux-là qui doivent veiller à l'application de la loi sont eux-mêmes impliqués dans le trafic. Et là, c'est ce qu'on dit, on le dit trivialement, lorsque le savon devient sale, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de laver eux-mêmes ne sont pas intègres. On a toutes les autres infractions qui sont assimilées à la corruption, le trafic d'influence, lorsque c'est entre guillemets des braconniers à col blanc, des personnes haut placées qui sont impliquées dans le braconnage, dans le trafic. On a des cas de complicité entre les trafiquants, entre les braconniers et les personnels en charge de l'application de la loi. Donc c'est autant d'obstacles qui malheureusement atténuent les efforts. Il y a également un problème de collaboration même entre les agences, c'est-à-dire parfois certaines agences voudraient travailler en vase clos et pourtant on l'a reconnu, c'est un phénomène suffisamment grave qui ne peut être combattu qu'avec une forte collaboration entre les différentes agences d'application de la loi. Pas seulement au sein d'un même pays, mais également entre les pays. Parce que les animaux ne connaissent pas les frontières. Un animal peut se lever le matin au Cameroun et le soir se retrouver au Gabon et vice-versa. Il n'a pas besoin de passeport ni de visa. Donc, et les braconniers, comme ils sont en quête de la ressource, vont suivre l'animal partout où il va. Cela nécessite donc une collaboration accrue entre les différentes agences d'application de la loi, entre la police, entre la douane, entre la gendarmerie. Toutes ces agences doivent collaborer dans le partage d'informations, dans les opérations de répression conjointe, afin de pouvoir augmenter les chances de réussite. Il y a également beaucoup d'efforts qui doivent être faits dans le renseignement, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une activité criminelle. Et c'est des réseaux dont les membres se retrouvent parfois dans des lieux insoupçonnés. Je parlais tout à l'heure de braconniers à col blanc. C'est important d'impliquer des agences spécialisées dans le renseignement, telles qu'Interpol par exemple. Dans le renseignement, c'est important de former les agents
de premier plan, ceux qui sont au front, dans toutes ces techniques de collecte du renseignement, d'exploitation du renseignement, pour pouvoir infiltrer ces réseaux criminels et pouvoir les démanteler. Okay. Monsieur Pan, Monsieur Ononino évoque des questions liées à la collaboration entre les différentes agences en charge de la répression du braconnisme. Est-ce que ce serait suffisant? C'est très important. Ce ne serait pas suffisant. Très important d'abord parce que le phénomène implique tout le monde. Les produits phoniques qui sont trafiqués circulent à travers les frontières où se trouvent les douaniers. Avant d'arriver à la frontière, ça passe par les gendarmes, les policiers. Et quand ça devient au niveau international, ça implique déjà les agents d'Interpol et autres. Il y a beaucoup d'autres administrations qui sont impliquées. En plus de ce qu'il a dit, moi j'ajouterais une question relative à l'éducation environnementale qui n'est pas la même chez nous, où la ressource est relativement abondante et les populations qui vivent tout autour, dans leur esprit, ça ne manque pas. Et ils sont prêts à brader ça contre n'importe quoi. Il y a donc nécessité d'une éducation environnementale. Et ça s'impose. Si je prends un exemple concret, dans nos zones sahéliennes, la coupe d'un arbre dans certains pays vaut la peine de mort. Bon, venez en pleine forêt équatoriale et dites ça à quelqu'un, il ne va pas vous comprendre. C'est la même situation avec l'éléphant. Celui qui vit dans les zones où il y a l'éléphant ne comprend pas pourquoi vous dites qu'il doit protéger. Or, dans certains pays aussi, en Afrique ça existe, où on pense qu'il y a un peu trop d'éléphants et ça menace la sécurité et la sérénité des populations. Il y a donc un problème d'éducation environnementale, amener les gens à comprendre que cette espèce qui est là, même si vous pensez qu'elle est beaucoup, elle est en train de finir et vous ne serez pas à l'abri. Et si elle finit, il y a des conséquences à plusieurs niveaux. Au niveau socio-culturel, parce qu'il y en a qui ont des rôles socio-culturels, au niveau écologique, parce que la disparition d'une espèce peut entraîner la disparition de beaucoup d'autres, y compris celles qui vous alimentent. Il y a des conséquences aussi au niveau social et politique. La disparition de certaines espèces peut entraîner des conflits. Ça, tout ça, les populations ne le comprennent pas. Il faut bien les amener à mesurer l'ampleur du risque et faire le lien entre la présence de ces espèces et leur vie harmonieuse, et leur sérénité, et leur sécurité, et leur bien-être économique, évidemment. Ok. Monsieur Kamga, Monsieur Pan évoque des questions d'éducation. Monsieur Ononino évoque la collaboration entre les agences, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être accentuer les moyens sur la formation des personnes même qui sont en charge de la répression? Oui, effectivement. La formation reste encore un élément central dans la lutte contre le braconnage. Formation parce que ceux qui aujourd'hui sont dans les écoles, c'est eux qui demain seront dans les positions de décision. C'est eux qui seront demain dans des positions qui vont leur permettre de pouvoir veiller de façon à ce que la loi soit appliquée. Alors, comment est-ce que ces gens-là le feront si on ne les capacite pas suffisamment pour qu'ils soient prêts à pouvoir bien assumer ces rôles? Donc, c'est pour ça que nous pensons aussi que dans les écoles de formation spécialisées aujourd'hui, on devrait en principe intensifier, mettre les modules de formation sur la question et sur les questions de gouvernance qui sont un peu, à mon avis, un peu comme les piliers sur lesquels repose la durabilité de ces ressources-là. Parce que des personnes qui sont formées, formées et qui ne peuvent pas, des personnes qui sont dans les écoles et qui ne sont pas suffisamment équipées, capacité, ne pourront pas être aussi efficaces sur le terrain. Donc c'est pour ça que nous pensons que la formation a effectivement sa place. Donc la formation ne doit pas être seulement au niveau des grandes écoles, c'est vrai qu'il a pas été de l'éducation environnementale, mais que déjà dans les écoles primaires, qu'on puisse déjà inculquer aux enfants la notion de protection des animaux. Donc à notre avis, nous pensons que c'est vraiment important. Ok. Mais maintenant, je vais revenir avec vous, Monsieur Pan. Vous êtes en charge de la lutte contre le trafic. Si ces dispositions sont prises et qu'il y a des failles, ça suppose bien évidemment que des voies et moyens de contournement existent. Je vais peut-être donc vous demander, vous qui êtes sur le terrain,
quelles sont les voies et moyens que les trafiquants utilisent pour pouvoir contourner les différents pôles de contrôle et même de réglementation? Il y en a beaucoup et l'espace de cette émission pourrait ne pas suffire si on devait ne traiter que ça. Quelques-uns pourraient peut-être nous suffire. Il y a la corruption qu'on a déjà citée ici, qui se retrouve à plusieurs niveaux. Il y a la falsification des documents, il y a la fabrication des documents. Il y a des gens qui fabriquent totalement hors du contrôle de l'administration des documents et ils attrapent un animal en brousse pour traverser la frontière avec, en imitant évidemment les documents officiels. Il y a la cache des produits. Certains, pour traverser avec l'ivoire, il peut prendre un fût d'huile de palme, découper l'ivoire en morceaux et le mettre dedans. À la frontière, il s'agit de quoi? On dit l'huile de palme. Évidemment, le douanier va ouvrir et regarder, c'est l'huile. Alors qu'il y a beaucoup d'ivoire à l'intérieur. Il y en a qui mettent dans des objets d'art. C'est-à-dire, vous voyez peut-être une statue humaine ou autre, alors qu'il y a de l'ivoire à l'intérieur. Il y a beaucoup de cas comme ça, il y en a plein, beaucoup de formes de recettes. Certains les mettent dans des sacs de haricots, des sacs de riz, d'arachide, la pâte d'arachide même. Donc, tout ça contribue à tromper la vigilance des douaniers, parce qu'on n'a pas toujours le scanner partout. On n'a pas des chiens renifleurs, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. On ne les a pas partout. Il y en a qui le mettent dans les valises, en mettant ça sous des formes qui ressemblent peut-être à autre chose. Il y en a plusieurs, comme je disais tout à l'heure, que ça peut faire l'objet de toute une émission, rien que pour parler des méthodes utilisées par les trafiquants pour dissimuler les produits en circulation. Monsieur Nonino. Rassurez-vous, il y en a même qu'on ne vous dira pas. Parce que malheureusement, votre audience est suffisamment étendue que de l'autre côté, ces informations peuvent être utilisées à d'autres fins. Mais c'est tout simplement pour dire que c'est suffisamment sérieux, c'est suffisamment grave. Et ce qu'il est important pour le public de savoir, c'est toute cette dimension criminelle, toute cette dimension, je voulais dire, de réseau, le fait qu'on est véritablement face à une industrie criminelle. Le représentant d'une communauté locale ou d'un peuple autochtone sur le terrain ne perçoit pas toujours cette dimension-là. Lorsqu'il est approché par un braconnier, par un trafiquant, parce que ce braconnier et ce trafiquant sait que c'est des personnes qui ont des compétences pour pouvoir aller en forêt et abattre un éléphant, abattre un rhinocéros, chasser du pangolin, etc. Ils vont le voir en lui proposant généralement très peu ou presque rien du tout. Mais on est dans un contexte où c'est des personnes qui n'ont pas conscience de la valeur de ce qui les entoure. Parce qu'ils sont nés, ils ont grandi avec cette ressource. C'est vrai, certains vous diront, de plus en plus, on n'attrape plus du gibier comme on le faisait avant. C'est déjà une façon de dire que la ressource se raréfie. Mais ces personnes continuent, je parle des communautés locales, à être instrumentalisées par d'autres qui récupèrent la ressource et les conditionnent par les différents moyens que M. Pan a cités, utilisent toutes les méthodes de corruption, de pots de vin et tout cela, pour pouvoir sortir la ressource des frontières d'un pays et aller à l'étranger avec. Donc c'est toute cette dimension qu'il faut que le public comprenne, parce que généralement, on a l'impression qu'il s'agit simplement de manger la viande de brousse, qu'il s'agit simplement de tuer du gibier pour le consommer. Non, ça va largement au-delà. S'il ne s'agissait que de ça, peut-être que nous ne serons pas assis ici pour le dire. Il s'agit d'une problématique qui a de ramifications à la fois au niveau sécuritaire. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on est dans un continent qui malheureusement a été secoué et continue de l'être par différents conflits qui ont pour conséquence la prolifération des armes et des munitions. Lorsque ces conflits cessent, ces armes et munitions sont utilisées
parfois pour aller également chasser cette ressource, chasser ces animaux. Donc c'est toute cette dimension sécuritaire, la prolifération de ces armes constitue même une menace pour l'espèce humaine. Parce qu'une fois qu'on ne pourra plus avoir possible l'éléphant, on prendra possible l'être humain si on se rend compte qu'on peut avoir un bénéfice tiré de cet acte. Donc il est important que le public comprenne que c'est une problématique qui va largement au-delà de simplement consommer de la viande de brousse, mais qui implique également de gros moyens financiers, l'utilisation de matériel lourd en termes d'armes, de munitions et tous les aspects liés à la mauvaise gouvernance et à la corruption. On l'évoque depuis un certain moment, il faudrait davantage impliquer les communautés locales. Est-ce que vous pensez que jusqu'ici, ça n'a peut-être pas été assez fait? Et si oui, donc, comment donc impliquer davantage les communautés locales? Oui, il faut d'abord signaler que l'une des forces des réseaux criminels, c'est qu'eux, ils travaillent avec les communautés locales. Ils ont vu ça avant les pouvoirs publics. Parce que personne ne peut venir de loin et venir entrer dans une brousse sans avoir de complicité locale. Et l'État, à notre avis, c'est-à-dire les pouvoirs publics, devrait trouver aussi une façon d'associer les communautés locales à la lutte contre les trafics illicites. Notamment en identifiant de façon précise. D'abord, on a parlé tout à l'heure d'éducation environnementale, c'est vrai, mais il faut aussi identifier les façons les plus appropriées pour que ces populations trouvent leur intérêt dans l'action de conservation. On ne peut mobiliser les gens qu'autour de leurs intérêts. Il y a plusieurs approches possibles. Plusieurs approches. Peut-être vous identifiez des actions, des activités génératrices de revenus liées à la conservation. Il y en a plusieurs. L'un peut en dire beaucoup. Il y a les former à l'application de la loi, les informer suffisamment, les amener même à pouvoir être partie civile dans la défense de certaines ressources. Mais pour que les populations adhèrent, il faut qu'elles sachent quel est leur intérêt dans cette action. Monsieur Kamga? Oui, en fait, comme il a si bien dit, un braconnier ne viendra pas de l'extérieur pour entrer dans la forêt sans avoir quelqu'un dans la communauté qui va le guider. Mais il est important de se poser aussi la question de savoir pourquoi est-ce que les communautés s'impliquent ou alors facilitent les choses. Il faut noter que la pauvreté qui sévit dans les zones rurales est l'un des facteurs qui fait que facilement un membre de la communauté est prêt à pouvoir se prêter au jeu, donner des renseignements aux braconniers qui viennent s'installer en forêt pour pouvoir abattre ces animaux. Donc pour nous, il est important que l'État puisse revoir un peu sa politique en matière de développement local, de façon à ce que les communautés, déjà là où elles vivent, aient quand même un environnement qui leur permet de se sentir à l'aise. Et de deux, que les communautés, bien évidemment, comme il a dit, c'est-à-dire que trouvent un intérêt à pouvoir protéger des animaux à travers certaines activités qu'on peut développer, notamment l'écotourisme mené par les communautés. On a vu dans d'autres pays où les communautés impliquées dans le développement de l'écotourisme dans la zone percevaient un peu d'argent, peut-être parce qu'ils sont utilisés comme des guides touristiques, peut-être parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont créé dans le village des espaces pour permettre aux touristes de s'alimenter et de bien dormir. Tout ça fait que ce sont des activités qui créent et ça fait que les communautés trouvent leur intérêt et peuvent facilement adhérer à de tels programmes. Donc, nous pensons aussi que les communautés aussi peuvent être fortement impliquées dans des techniques de dénonciation. Mais, comme on dit, derrière cela, il faudrait qu'on mette des mesures qui leur permettent de trouver leur intérêt dans cette action qui est menée. Monsieur Ononino. Oui, je voudrais ajouter rapidement sur la dimension écotouristique. Et là, je vais essayer de comparer quelques régions en Afrique. Vous verrez par exemple qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est, il y a un fort potentiel écotouristique. Et cela a pour conséquence une plus grande implication des communautés.
parce qu'elles voient un avantage à protéger la faune. Il y a des millions de touristes qui arrivent. Aujourd'hui, le Kenya est la première destination touristique en Afrique en raison de son potentiel de biodiversité. Ils ont réussi à véritablement transformer cet avantage, ce patrimoine-là, en quelque chose qui se vend. 5 millions de touristes par an au Kenya, je vous assure, une très forte majorité viennent pour voir ces animaux dans la forêt. Le reportage que vous avez présenté, par exemple, a montré un modèle de collaboration avec les communautés où les communautés ont accepté de céder une partie de leur territoire pour pouvoir augmenter l'espace de vie des animaux. Elles le font simplement parce qu'elles savent qu'elles vont en tirer un bénéfice. Donc, les autres régions du continent, notamment l'Afrique centrale, gagneraient à développer ce potentiel écotouristique. Ça va servir à la fois à apporter des ressources pour l'État, mais de façon plus directe à apporter des ressources aux communautés locales. Et elles verraient ainsi davantage leur intérêt à être donc ces gardiens de la ressource. Parce que les premiers gardiens de la ressource, c'est les communautés locales, du fait de leur proximité justement avec ces animaux. Il y a également un aspect sur lequel je voulais revenir, qui est que de plus en plus, les législations nationales permettent aux communautés locales d'être parties au procès en matière de braconnage. C'est-à-dire du fait de leur proximité à la ressource, elles peuvent justifier du préjudice qu'elles subissent du fait des actes de braconnage et autres qui sont perpétrés au sein de leur communauté. Et par conséquent, introduire, ou alors le thème consacré, se constituer partie civile et demander à ce que des dommages et intérêts leur soient alloués en réparation du préjudice qui est donc causé du fait du braconnage. Donc c'est autant de formes, les autres ont été suffisamment évoquées, la dénonciation, l'éducation environnementale, autant de formes d'implication des communautés locales. Monsieur Pan, est-ce que si, de manière précise, comme le dit Monsieur Olonino, si les communautés locales avaient plus de revenus liés à leurs ressources naturelles, l'exploitation en termes touristiques, mais aussi même d'exploitation à usage normal, est-ce qu'elles ne seraient pas davantage enclines à participer? Ça va de soi. Évidemment, les communautés locales sont au courant qu'il y a des législations en vigueur, qu'elles connaissent ce qui est interdit et ce qui est autorisé, mais sous le poids et la pression de la pauvreté, manque de ressources, revenus bas, incapables de subvenir aux besoins élémentaires, ils cèdent au premier venu, fût-il un agent des activités illicites. Pourquoi donc pas développer des programmes orientés vers ces communautés? C'est prévu dans nos politiques, la politique de la plupart de nos pays, de promouvoir le développement local, promouvoir le développement local durable, axé sur la valorisation durable des ressources naturelles, et la conservation et autres. La difficulté reste de passer à ce qui est politiquement écrit et adopté, et à l'application effective et concrète. C'est-à-dire que le citoyen moyen ressente ça dans son porte-monnaie. C'est là la difficulté qui Monsieur Kamga. En fait, tout à l'heure, quand il parlait, ça m'a fait penser à une situation que nous avons vécue ici au Cameroun. Puisque pour que les communautés s'impliquent, il faut qu'on puisse bien les motiver. Et dans notre loi au Cameroun, il était prévu dans la répartition de la redevance forestière annuelle que des quotes-parts soient allouées aux communautés. C'était un peu comme des moyens de les encourager à s'impliquer davantage à la gestion de ces ressources. Mais qui du jour au lendemain, on supprime ces 10% qui doivent rentrer aux communautés. Face à cela, une communauté qui se voit sévrée de ces 10% de redevances forestières qui lui vient des droits, bien évidemment, va trouver des moyens pour pouvoir se faire de l'argent. Et très facilement,
il ouvre les portes aux exploitants illégaux qui vont aller en forêt. Donc pour nous, les questions de motivation des communautés, de développement des programmes qui permettent d'améliorer les conditions de vie des communautés, s'avère vraiment urgent pour des mesures qu'on veut mettre sur pied pour pouvoir lutter contre le braconnage. Donc pour nous, nous souhaitons vraiment que ce soit les décideurs qui puissent le faire. L'autre chose que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas aussi que dans des pays, que quand on parle des questions de faune ou du bois, qu'on regarde le ministère en charge de la forêt. Mais que les différents sectoriels, que ce soit ceux en charge de l'économie, de la planification, de la santé, qui puissent se mettre ensemble pour pouvoir réfléchir de façon collatérale. Okay. Je voudrais peut-être questionner avec vous, M. Ononino, quelle est la partition des organisations internationales dans la protection de ces espèces, parce qu'on les voit très impliquées sur le continent africain. Oui, c'est une question très importante. Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que les organisations internationales sont des partenaires des administrations. Ça veut dire que les organisations non gouvernementales, autant pour moi, n'ont pas mandat pour mener la lutte sur le terrain, n'ont pas mandat pour arrêter les braconniers, n'ont pas mandat pour les poursuivre et les condamner. Les organisations des ONG et les autres acteurs de la société civile sont des partenaires. C'est un partenariat à la fois technique et financier. Technique, lorsque cela porte sur le développement des projets et des programmes conjoints, certains bénéficiant directement aux États, de par l'expertise que ces organisations ont, elles appuient les États pour développer dans ces programmes et ces projets en matière de conservation. C'est également technique également en termes de renforcement des capacités dans plusieurs domaines qui ont trait à la conservation. Également dans le développement des documents ou autres outils qui sont utilisés en matière de conservation. Je prends par exemple, on a parlé des aires protégées tout à l'heure. Les aires protégées, les organisations de la société civile appuient les États parfois dans le développement des plans d'aménagement de certaines aires protégées. Donc ça, c'est sur le volet technique. Sur le volet financier maintenant, de par le fait que ces organisations ont la capacité de lever des financements, elles mettent dans ces financements à la disposition des États pour mener des actions sur le terrain. Ça peut être des actions de patrouille dans les aires protégées, de fourniture en équipement, toute la logistique nécessaire pour pouvoir le faire, les rations et autres à la disposition des autres. Un autre aspect est celui du plaidoyer. On a dit tout à l'heure, on a cité tout à l'heure un ensemble d'actes juridiques internationaux, la résolution des Nations Unies sur le trafic illicite de 2015, toutes les déclarations de Londres, de Paris, de Cassané et autres, et tous les plans sous-régionaux de la CEAC, la Comifac, c'est le résultat d'un fort plaidoyer qui est fait à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau international. Et c'est également l'un des aspects où les ONG ont un rôle très important à jouer. Monsieur Pan, la formation, quel autre aspect également? Il y en a plusieurs, le développement des réseaux, les réseaux de communication, de collaboration, d'échange d'informations, ça existe. Les appuis techniques, il en a longuement parlé. Il y a le renseignement, parce que les organisations de la société civile ont la capacité de pouvoir s'infiltrer là où les acteurs de l'État en tenue et généralement reconnus ne peuvent pas accéder. Mais les ONG peuvent se fondre dans la société et aider l'État à avoir les renseignements pour pouvoir travailler. Ça aussi, et au niveau international aussi, les organisations de la société civile sont présentes à toutes les grandes instances internationales. Elles peuvent faire du lobbying, peuvent faire du plaidoyer pour aider les États à conforter leur position. C'est suffisamment vaste. Et les ONG ont aussi une facilité d'action sur le terrain qui n'est pas toujours acquise avec les procédures des administrations. Ça, c'est aussi un point fort
dans l'action des ONG auprès des États. Monsieur Kamga, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on ne demande pas souvent un peu trop aux ONG? Demander trop, en fait, c'est relatif. Puisque les ONG sont là pour ça. En fait, tout à l'heure, il a parlé de cet appui technique et financier que les organisations internationales apportent aux différents gouvernements. Mais le fond du problème, c'est le type d'usage qu'on fait de ces agents mobilisés pour pouvoir travailler sur le terrain. Parce que ça arrive, mais effectivement, ceux qui sont sur le terrain, qui sont chargés de pouvoir protéger nos animaux, ne les ressentent pas. Au début, nous avons parlé des problèmes d'équipement qui n'en ont pas. Et quand vous voyez par exemple les éco-gardes, la manière dont ils mènent des patrouilles, c'est assez demandé si un braconnier apparaît seulement avec un simple fusil de chasse, il pourra effectivement résister. Donc c'est pour dire, les ONG internationales, effectivement, ils font du bon travail. Mais le bon travail qui est fait à un niveau un peu plus haut ne se fait pas ressentir sur le terrain. Donc pour moi, c'est peut-être que ces ONG, si on peut le dire, comme si on demande un peu, c'est de voir un peu comment ils peuvent orienter un peu leurs appuis. Ne plus seulement se limiter au niveau institutionnel, mais de voir un peu plutôt sur le plan opérationnel, comment est-ce qu'intervenir pour pouvoir apporter des appuis directs aux personnes qui sont impliquées directement dans des actions de lutte contre le braconnage. Donc j'ai fait allusion ici à ces éco-gardes, j'ai fait allusion aux communautés, j'ai fait aussi allusion aux organisations de la société civile au niveau national qui, au quotidien, mènent du travail sur le terrain. Donc, à mon avis, si nous tournons notre regard vers ces organisations internationales pour leur demander cela, ce ne serait pas demander trop. Ok, le temps imparti arrive déjà à sa fin. Un dernier tour de table, j'ai envie de vous poser comme question. Est-ce qu'au vu de la situation actuelle en Afrique, il y a vraiment lieu d'être inquiet sur les perspectives? D'abord, M. Omenilo. La situation, effectivement, reste inquiétante. Les chiffres continuent de parler d'eux-mêmes. On est encore dans des pourcentages assez élevés de perte des espèces emblématiques. Donc, il y a vraiment lieu d'être alarmiste sur ce point-là. Néanmoins, il y a quand même des lueurs d'espoir. Et ici, on va quelque peu formuler quelques solutions que nous pensons pouvoir être celles-là qui pourront permettre de remédier à la situation ou au moins de fortement améliorer l'état des lieux. Il est important que tous les acteurs, on les a cités, les administrations et les partenaires, les communautés locales et autres, évoluent dans un sens de complémentarité. Chacun jouant son rôle et ne jouant que son rôle. Ça, c'est d'un. Il est important de véritablement, quand il s'agit de la lutte anti-braconnage sur le terrain, de véritablement avoir une politique de zéro tolérance. Quels que soient les profils, quels que soient les types de protagonistes, de ceux qui sont impliqués dans ces activités illégales, il faut véritablement qu'il y ait cette politique de zéro tolérance afin que certains ne se sentent pas au-dessus des lois. Cela implique, bien évidemment, une volonté de lutter contre la corruption et toutes les infractions connexes que nous avons citées tantôt. Il faut cette collaboration, on l'a dit, accrue entre les différentes agences d'application de la loi. Monsieur Pan? Oui, à ça, moi, je voudrais ajouter qu'au niveau des politiques, il y a déjà un grand nombre d'actions de marque qui sont prises. Les déclarations, la réforme des lois, les conventions internationales, mais ça ne paraît pas toujours suffisant parce que pour la mise en œuvre, la mise en application de ces grands textes internationaux, il y a encore un gap. Je peux le dire en passant, rares sont les pays qui annuellement votent peut-être un budget pour l'application en interne des dispositions de la Convention CITES. Ça, c'est un exemple concret. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je peux peut-être dire de volonté politique parce que
on peut avoir signé au niveau international, mais si localement on ne met pas les moyens pour opérationnaliser ce qui a été voté au niveau international, le problème va continuer à grandir. Ça, c'est une préoccupation importante. On va boucler la boucle avec vous, Monsieur Kamga. Oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, la situation nous interpelle tous. Il n'y a pas plus, ça fait à moins d'un mois, où dans le parc de Boubadida également, nous avons perdu des éléments du BI et quelques membres et quelques personnes de l'administration en charge des forêts, donc qui face aux braconniers n'ont pas pu tenir. Donc c'est pour dire qu'il est important et plus qu'urgent pour les administrations en charge de l'application des lois de se mettre vraiment au travail pour que ces lois-là soient réellement appliquées et que des mesures soient aussi prises pour pouvoir sanctionner des agents de l'administration qui sont impliqués dans des activités de braconnage. Tout à l'heure, on a parlé de lutter contre la corruption et que l'État s'engage de façon résolue à pouvoir améliorer la gouvernance dans le secteur. Merci M. Kamga, merci M. Pan, merci M. Ononino. Merci aussi à vous, à la maison, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre édition de Le Plus du MAG sur Vox Africa. Et d'ici là, restez connectés sur votre chaîne panafricaine.